Mais après, dès que vous avez purgé votre peine de prison, c'est l'avion directement. Je vous dis, c'est la honte. C'est la honte de voir ce mec qui est un danger public, qui est un islamiste notoire, qui a été condamné pour menace de mort, être dans l'avion présidentiel, donner une image catastrophique en jogging. Bonjour Thomas Ménager. C'est une première victoire pour le RN là, dans le cadre de ces débats houleux sur le budget, cette suppression finalement de la taxe que vous avez obtenue sur l'électricité. Il y en a eu d'autres, mais ça fait partie de ces victoires symboliques, parce que c'est des victoires qui sont attendues par les classes populaires et les classes moyennes, qui se sont pris de plein fouet une hausse de 45% ces dernières années de l'électricité, et c'est un combat, vous le savez, du Rassemblement national, la question du coût de l'énergie, parce que c'est vraiment un produit de première nécessité aujourd'hui. Nous, ce que l'on défend avant tout, vous le savez, c'est une baisse de la TVA pour passer de 20% à 5,5%, mais d'empêcher en fait cette hausse pour les Français qui attendent une baisse, puisque vous le savez, sur les marchés, les prix ont baissé et qui devraient avoir une baisse, parce que c'est un peu comme toujours sur le prix du carburant, c'est qu'on voit quand ça augmente, mais quand ça baisse, ça n'arrive pas directement au prix à la pompe, et ça a permis au final de bloquer cette hausse. Attendons, par contre, parce que c'est un combat qui doit être dans la durée, après cette première victoire, pour éviter notamment que Michel Barnier s'assoie sur ce vote populaire, sur le vote de la représentation nationale lors du possible 49.3. Alors il y a une autre victoire potentielle, c'est sur les 4000 fonctionnaires qui a été prévu d'être supprimés. Ça a été annulé en commission, on sait que ça va revenir dans le cavalier législatif. Est-ce que vous espérez cette suppression définitive, qu'on abandonne cette proposition du gouvernement ? Alors, la question des fonctionnaires, c'est qu'il ne faut pas... Alors là, c'est des fonctionnaires qui sont surtout des professeurs, alors même que notamment dans les territoires ruraux, il n'y a plus de professeurs. Moi, j'ai sur mon territoire actuellement des manques de professeurs, notamment de français, et on a dédoublé en plus en ZEP les classes, alors même qu'en ruralité, on ferme des classes. Donc c'est vrai que c'est une folie de supprimer des professeurs, donc on espère que ça sera bien entendu abandonné. Après, la question des fonctionnaires, nous, Rassemblement national, on se pose la question, il y a la possibilité d'en supprimer un certain nombre de... Dans quel secteur ? Il y a surtout dans les agences, surtout dans un certain nombre d'opérateurs de l'État. On parlait de France Travail la dernière fois avec un de vos collègues, pardon. C'est quand même l'une des grandes forces de dépenses aussi. Il y a plus de, je crois que c'est 6000, je dis pas de bêtises, mais agences, c'est énorme. Mais oui, c'est ça, c'est des agences dont personne n'a entendu parler, qui sont là pour faire quoi ? Pour recaser à leur tête des copains, des anciens députés, des ministres, qui sont payés 10 000 balles avec une voiture, qui sont vraiment pépères à ces postes, alors qu'il faut par contre des fonctionnaires, mais des fonctionnaires sur le terrain, dans nos ruralités, dans nos communes, directement au contact de la population. Oui, c'est exactement ce dont parlait Judith Vintraud sur le CNRS, par exemple, avec on a 33 000 fonctionnaires, dont la moitié ne sont pas des chercheurs, et dont ils laissent infuser au sein du CNRS des courants décolonialistes, islamo-gauchistes. Voilà, vous, c'est plutôt ces fonctionnaires-là. C'est ça, ceux qui sont inutiles aux Français, inutiles au quotidien des Français, qui sont là vraiment juste pour pomper du fric dans les caisses de l'État sans apporter quelque chose directement aux Français. Mais là, on parle budget, mais je pense que ce serait aussi intéressant de faire un petit peu un bilan, ou du moins d'enquêter sur justement toutes ces idéologies qui pullulent, on peut le dire, dans tous ces domaines, que ce soit dans l'université, on en parlait tout à l'heure, dans les sciences, au CNRS et même à Pôle emploi, alors maintenant France Travail, pardon, c'est quand même des endroits où infusent des idéologies et où on laisse faire des choses avec des moyens qui sont quand même exponentiels. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme solution justement pour pouvoir rétablir un petit peu de l'ordre dans tout ça? Après, ça c'est de la volonté politique. C'est qu'à un moment, quand on aura un gouvernement, et on l'espère et on se bat pour, qui dira stop à ce prosélytisme, stop à cette montée notamment de l'islamisme radical dans toutes les sphères. Mais aujourd'hui, et on va peut-être y venir, quand en fait l'endroit qui est maintenant le plus sous emprise islamiste, c'est quasiment l'Élysée, quand on voit M. Bellatar qui est dans les délégations, on peut se demander pourquoi, on comprend très rapidement pourquoi rien ne change. C'est-à-dire que quand à la tête du pays, on a le président de la République qui est sous l'emprise d'un islamiste, d'une personne qui a été condamnée pour menace de mort, qui est proche des frères musulmans, qui a été au CCIF, qui a été dissous pour islamisme. Voilà, à un moment, ça ne pourra pas, dans les échelons inférieurs, évoluer. Ça ne peut que s'aggraver, et c'est ça qui est aujourd'hui très inquiétant. Et tout à l'heure, justement, c'était Philippe David qui expliquait, et je trouve qu'il a dit ça de manière très française, comme il a dit, c'est qu'on a le sentiment que Emmanuel Macron, en faisant ça, dit je fais ce que je veux et je vous emmerde. Et je trouve que c'est dit crûment, mais c'est un petit peu le cas. On voit un Yassine Bellatar en jogging, à la limite de tutoyer le roi du Maroc. Dans quel monde on est ?
Encore une fois, Emmanuel Macron affaiblit, au-delà de la question de l'islamisme radical, affaiblit la diplomatie française, l'image de la France. Enfin, c'est vraiment incroyable ces images. Enfin, on n'aurait pas pu imaginer ça il y a quelques années. Il y a vraiment une volonté d'Emmanuel Macron de tuer notre pays, de tuer l'image de notre pays, de tuer notre diplomatie. C'est-à-dire jusqu'au dernier jour de son mandat, je pense qu'il va abîmer la France, abîmer ce que les Français aiment dans notre pays. Et j'ai moi certains habitants de ma circonscription qui disent j'ai honte de voir le président de la République tomber aussi bas. Il devrait être au-dessus de tout ça, au-dessus de la mêlée, et de voir, et on l'a vu au moment de la marche contre l'antisémitisme, de voir qu'il n'a pas été dans la rue. À laquelle Yassine Bellatar avait déconseillé au président d'aller. Exactement, on le sait, Yassine Bellatar est maintenant à une oreillette directe à l'Élysée, dans l'oreille du président de la République, et en finale entraîne le président de la République aussi en matière de diplomatie. On le voit par rapport aux propos qu'il a pu tenir sur Israël. On se demande si c'est pas du Bellatar qui est derrière. Pourvu qu'il ne le séquestre pas. Oui, c'est vrai que t'en as été victime. Je pense que c'est aussi l'occasion d'en parler, Jordan, pour cette histoire. En fait, non, mais si vous voulez, Yassine Bellatar est un homme dangereux, en fait. Oui. Il faut le dire, c'est un homme ultra violent. C'est un homme qui fait preuve parfois de propos extrêmement politiques, mais qui sont vraiment de l'islam politique. Il faut aller voir son spectacle, en fait, pour ça. Quand il démarre son spectacle au théâtre des 10 heures... J'ai pas forcément envie de lui donner de l'argent, donc... Voilà, il y a quelques années, on était allé pour les besoins de Livre Nord pour une enquête, et il démarre son spectacle en demandant le nombre de blancs dans la salle. Pour ensuite communautariser et dire mais qu'est-ce que vous faites là, ce spectacle ne vous est pas réservé, je ne vais faire rire que les Noirs et les Arabes. Donc en fait vous voyez, le communautarisme sauce Mélenchon, mais en fait il est là dans les faits avec Yassine Bellatar. Sous couvert d'humour. C'est un homme dangereux qui a violenté une policière, qui a été condamnée pour ça, qui a eu des soucis familiaux avec un manque de paiement à son ex-épouse. Enfin il y a plein de faits comme ça, et puis c'est un homme psychologiquement dangereux qui est capable d'enfermer les journalistes dans son théâtre pour leur dire surtout vous ne diffusez pas d'enquête sur moi. Voilà, faut aussi dresser quel est le portrait de Yassine Bellatar, et ça en dit long sur l'entourage d'Emmanuel Macron. Exactement. Mais pour en venir au budget. Oui, on va venir au deuxième sujet. Lors des questions au gouvernement de mardi, la députée UDR Brigitte Barège a évoqué les subventions aux associations pro-migrants, des subventions incluses dans le budget présenté par le gouvernement Barnier. On écoute tout de suite. Nous découvrons dans le projet de loi de finances 2025 qu'1 milliard d'euros de subventions seraient destinés aux associations pro-migrants. Ce budget a triplé depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2016. Ces associations, nous le savons, sont bien souvent complices des passeurs et des mafias qui ont du sang et des morts sur les mains. Alors Thomas Ménager, je voulais vous passer cet extrait de Brigitte Barège, puisqu'elle est députée UDR, le parti d'Éric Ciotti allié à Marine Le Pen. Elle dit le budget destiné aux associations pro-migrants a triplé. Effectivement, on est passé même de 780 millions d'euros à presque 1 milliard d'euros aujourd'hui, destinés aux associations pro-migrants. D'ailleurs, un de vos collègues le dénonçait ici à notre antenne il y a quelques jours, notamment à Mayotte, je crois. Et moi, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est votre collègue Jean-Philippe Tanguy qui disait on ne peut pas non plus d'un coup retirer d'un trait de plume ces subventions aux associations, il faut y aller étape par étape. Je crois que c'est pas tout à fait ce que disaient Marine Le Pen et Jordan Bardella à la présidentielle, s'ils disaient on ne veut plus un argent donner un seul euro à ces associations pro-migrants. Et c'est parce que propose Mme Barège, elle propose de réduire de 500 millions, donc de diviser par deux. Ça, il peut y avoir, bien entendu, il faut le mettre en place parce qu'il y a deux types en fait de missions qui sont données à ces associations. Il y a la question du logement d'un côté et il y a la question de l'aide juridique. L'aide qui n'est pas de l'aide réelle juridique, qui est au final des associations comme la CIMAD qui vont donner des récits, qui vont en fait jouer contre l'intérêt des Français, contre les politiques même publiques en matière d'immigration, en expliquant aux migrants ce qu'il faut dire, ce qu'il faut produire, ce qu'il faut obtenir comme document pour au final répondre aux critères. Sur la question de l'aide juridique, ça il faut stopper. Il faut bien entendu, pour des questions de droit à la défense, d'avoir une assistance juridique pour ces personnes, mais qui devrait être internalisée, notamment à l'OFI. Aujourd'hui, il y a des médecins de l'OFI, c'est-à-dire qu'il y a un service médical de l'OFI qui permet d'éviter des abus avec des médecins qui ne seraient pas à l'OFI. Il faut copier le système, et il y a une réflexion à avoir sur cette question, en mettant à l'OFI un service juridique qui ne donne pas les clés pour pouvoir casser le système et tricher avec le système, mais pour pouvoir savoir si réellement ils répondent aux différents critères, notamment aux critères de l'asile, pour rester sur notre sol. Et il y a le deuxième volet, qui est la question du logement. Donc ces 500 millions d'euros permettraient au final de réinternaliser la question de l'aide juridique. Et la deuxième, c'est la question du logement, où là, il y a aujourd'hui des associations qui ont des logements dédiés
Et on ne peut pas, d'un trait de plume, mettre les personnes dehors. Il y a une politique globale migratoire à avoir, de stopper les flux, d'expulser ces personnes. Et donc, ça doit être, bien entendu, progressif. Donc, c'est absolument pas contradictoire entre la proposition de Mme Barège et celle de Jean-Philippe Tanguy. Vous comprenez, dans l'imaginaire des Français, quand on leur dit 1 milliard d'euros destinés à des associations pro-migrants, ils s'imaginent qu'on va retirer d'un coup ces 1 milliard d'euros quand on leur dit on arrête de subventionner les associations. Évidemment, il y aura un vrai travail de communication. Oui, mais c'est ça, parce que c'est sûr qu'on serait tous heureux de stopper totalement le milliard et de leur donner aux Français. Stopper, réduire de 500 millions, ça peut se faire très rapidement. Par contre, pour les 500 millions d'euros de restants, il faut que ça soit progressif parce qu'il faut qu'il y ait un stop au niveau des flux migratoires et de régler ceux qui sont déjà sur notre sol, parce que si on stoppe tout, ça veut dire que les associations qui aujourd'hui sont rémunérées pour qu'ils soient logés, c'est des personnes qui vont déferler dans les rues. Or, il faut bien entendu traiter leur dossier, les mettre sous OQTF pour ceux qui, bien entendu, doivent en avoir une, et bien entendu aller jusqu'à l'exécution de l'OQTF. Donc ça peut pas se faire d'un trait de plume. Je comprends la volonté des Français et on la partage, mais ça serait juste vouloir leur faire plaisir et leur mentir, et c'est pas la vision que nous avons de la politique. Et Thomas Ménager, vous parliez justement des aides juridiques. Moi, je vous invite à écouter un podcast qui est un podcast de Claire Géronimi, qui a été victime donc elle a été violée par un homme qui était sous OQTF. Donc aujourd'hui, le procès n'a pas encore commencé, mais au fur et à mesure du temps, elle se répare, et dans cette réparation, elle a créé un super podcast qui s'appelle Éclat de femme. Hier, dans la voiture, j'écoutais un podcast donc où elle faisait intervenir une jeune femme qui a décidé de parler de manière anonyme, mais on l'a appelée Chloé dans le podcast, où en fait elle a été agressée dans un bar par un homme, donc un Algérien. On le découvre après, donc par un Algérien. Ça a été jusqu'à un procès où en fait donc les juges estiment qu'elle devrait se remettre en question. Donc Chloé, la victime, et en fait elle conclut par dire, Chloé, qu'elle a le sentiment que c'est un joker aujourd'hui, c'est une chance d'être clandestin, puisqu'il n'était pas forcément, il me semble pas sous OQTF, mais il était clandestin, il n'était pas français. Et à savoir, petit plus, c'est qu'il a fait semblant, selon cette Chloé, qu'il ne parlait pas français, pour avoir un traducteur, alors qu'il parlait très bien français dans le bar où il servait de manière illégale. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une augmentation de ce genre de cas, comme Chloé, comme Claire, comme Philippine qui malheureusement est décédée à cause, une fois de plus, d'une immigration qui n'est pas contrôlée. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont aussi défendues par des associations, et votre collègue Marc de Florian, qui est député RN du Pas-de-Calais, si je ne me trompe pas, disait donc dans un de tes reportages, exactement, dans la jungle de Calais, les migrants sont la caution morale et financière des associations présentes dans des jungles de Calais. On parle des associations, mais aujourd'hui c'est aussi au niveau juridique. On se pose la question. Oui, bien sûr, il y a bien entendu soutien à ces associations qui jouent contre les Français, contre les politiques publiques en matière d'immigration, et c'est pas le Rassemblement national qui le dit, c'est Didier Lesky qui est à la tête de l'OFI, qui le dit très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on donne des marchés publics à des associations qui vont faire en fait l'opposé du cahier des charges qui leur est donné. Et ça c'est vraiment, ça va participer bien entendu à cette submersion migratoire, et surtout au maintien sur notre sol de toutes ces bombes humaines qui seront autant de cas comme cette jeune Philippine que vous avez citée et qu'on a toujours tous en mémoire dans les combats que nous menons aujourd'hui. Et il y a derrière, bien entendu, la question de la justice des magistrats, de l'orientation politique des magistrats, de la volonté des magistrats de ne pas forcément appliquer la loi, ou du moins de triturer la loi pour arriver à ce laxisme judiciaire. On l'a vu avec la jeune Philippine. C'était une personne qui avait été condamnée à 7 ans, déjà pour agression sexuelle, pour viol, et qui a été libérée au bout de 3 ans. Et ces personnes ont une responsabilité et ont une partie, je le dis, du sang qui est versé, du sang des Français qui est versé malheureusement dans notre pays. Et donc il y a une nécessité de fermeté en matière de justice pénale. Et aujourd'hui, malheureusement, avec Didier Migaud, qui ne reconnaît pas ce laxisme, on est mal barré. Ouais, je pense aussi. Thomas Ménager, vous êtes venu ce matin aussi nous parler de la niche parlementaire du Rassemblement national qui s'ouvre demain. Jordan voulait vous interroger à ce sujet. Oui, Thomas Ménager, on aimerait vous entendre. Quels sont les projets que vous allez porter, quelles sont les priorités, les espoirs que vous placez dans cette niche parlementaire du Rassemblement national demain? Alors, il y a plusieurs textes, je ne vais pas tous les énoncer, mais il y en a 3 qui seront les premiers débattus et qui participent un peu aux attentes prioritaires des Français. Et la première, qui est la question de l'abrogation de la réforme des retraites,
qui sera le premier texte qui fait parler, parce que il la gauche ne vous soutiendra pas. Alors, il y a eu le communiste Monnet, Yannick Monnet, qui lui a enfin compris, les communistes, que quand une idée est bonne, même si elle ne vient pas de chez eux, il faut la voter. Peut-être ils ont compris parce que Fabien Roussel s'est fait balayer au premier tour dans sa circonscription par un député RN, et donc ils ont peut-être compris qu'à un moment, avoir cette vision sur les plateaux télé où on prétend défendre les gens qui bossent, qui se cassent toute la vie au travail, mais derrière être dans des logiques politiciennes, ça ne marche plus. Mais les autres, dans tous les cas, sont toujours dans cette logique sectaire, c'est-à-dire qu'ils vont faire le tour des plateaux télé, ils vont sur les marchés, ils écrivent il y a 3 mois sur une profession de foi qu'ils sont pour cette abrogation, et dès qu'ils arrivent dans l'hémicycle, excepté gueuler, ils ne votent pas. Oui, parce qu'elle vient des rangs du Rassemblement national et qu'ils ne veulent pas apporter une caution. Je lisais une tribune, je crois que c'était dans Mediapart, qui disait ne votez surtout pas, même si vous êtes de gauche, la réforme des retraites, parce que vous allez banaliser le Rassemblement national. Alors, ils ne sont pas tous d'accord, ils sont très divisés sur la question, parce qu'ils ont compris le décalage entre ces effets de manche contre le Rassemblement national et la réalité de ce qu'attendent les Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement dans une situation catastrophique, à la fois sur ces sujets économiques, mais sur les sujets aussi régaliens, bien entendu, les sujets d'immigration et de sécurité, qu'on ne peut plus, et c'est ce que nous faisons, être dans des logiques partisanes où, dès lors que ça ne vient pas de chez nous, on se dit on va pas donner le point aux autres et on va en fait tuer le pays. Le pays crève de ça. À l'inverse, vous auriez soutenu, vous, la France Insoumise sur cette réforme des retraites ? Pas le soutien de la France Insoumise. Si la en France tout cas, Insoumise, soutenir la proposition. Si la France Insoumise dépose strictement le même texte, ce qu'ils ont fait, que le nôtre, qui est juste une abrogation. C'est-à-dire c'est pas une réforme, c'est pas notre réforme, c'est pas la leur. C'est juste on revient à la situation antérieure parce que la situation antérieure, au final, cette loi elle est passée par 49.3. Il n'y a pas eu de vote. Donc on peut être même en désaccord sur le fond de l'abrogation et des programmes retraite, mais au moins c'est aussi une anomalie démocratique qui s'était passée. S'ils le déposent, pourquoi on irait contre ? Être contre. On combat frontalement la France Insoumise, c'est nos plus importants adversaires idéologiquement dans cet hémicycle, qui sont un danger pour le pays. Mais à un moment, le texte, c'est le texte d'un député. C'est juste un morceau de papier, et si je suis d'accord avec ce qu'il y a sur le papier, je vote. Donc, abrogation de la réforme des retraites, vous aviez d'autres priorités ? Il y a après 2 textes sur les sujets régaliens qui intéressent énormément et qui rebondissent à ce qu'on s'est dit auparavant. C'est la question des peines planchées, c'est-à-dire au final, d'empêcher que la personnalisation, l'individualisation des peines et le rôle du juge soit tel que l'on arrive à des peines qui entraînent ce qu'on a vu avec la jeune Philippine. Et aujourd'hui, c'est qu'il y ait des peines planchées comme il y en avait auparavant. Et donc ça, on va attendre de voir aussi ce que va faire Didier Migaud. Parce que Didier Migaud, quand il était député socialiste, il a voté contre les peines planchées. Donc qu'est-ce qu'il va dire au banc demain ? Est-ce qu'il va être sur la ligne de M. Barnier, de M. Retailleau, qui sont favorables, semble-t-il, à ces peines planchées, ou est-ce qu'il va être sur sa ligne gauchiste, historique, c'est-à-dire on ne met pas de peine planchée, c'est-à-dire en France, on laisse les juges pleinement décider de la peine, et aujourd'hui ça c'est plus possible. Et puis il y a un autre texte aussi, malheureusement encore sur le cas de la jeune Philippine, c'est la question de l'expulsion des délinquants étrangers. Nous on considère qu'il faut bien entendu condamner, purger sa peine, au bout de sa peine, et pas être libéré comme ça avait été le cas pour cet étranger. Mais après, dès que vous avez purgé votre peine de prison, c'est l'avion directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage en liberté, on vous demande de pointer, vous êtes tranquille, on fait confiance à des gens qui ont violé, qui ont commis des délits dans notre pays. C'est plus possible, on ne peut pas faire confiance à ces personnes parce qu'on se rend compte qu'ils récidivent, que ce sont des bombes humaines qu'on laisse sur notre territoire. Et donc, il y a une fermeté sur ce sujet pour l'Assemblée nationale. Comme disait votre collègue Yohann Gillet hier, en fait, c'est à partir du moment où il rentre en France illégalement, mais on parle de la France métropolitaine, mais aussi des dom-toms, parce qu'il est venu parler de Mayotte notamment. Il a fait un rapport sur l'outre-mer, donc tout à fait. Ils entrent déjà de manière illégale, donc ils sont déjà des délinquants à l'origine. C'est le délit de séjour irrégulier que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire qu'il y ait, dès que vous franchissez la porte, la frontière de notre pays, vous êtes un délinquant. Quand on rentre en France, on demande. On peut rentrer en France, et c'est à nous, on toque à la porte, de la même manière que chez vous, si je rentre demain, je suis un délinquant, j'ai pas le droit on a des frontières de rentrer. Ici, les frontières, oui, on les a partout, tout autour de nous. C'est aujourd'hui un principe de bon sens, c'est le cas dans tous les pays du monde, et donc ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on a même des gouvernements, et le gouvernement actuel, même M. Retailleau, parce qu'il ne veut pas remettre en place la circulaire Valls, il faut quand même le dire, qui considère qu'on peut régulariser des personnes qui sont rentrés illégalement.
en prétextant qu'ils ont trouvé un travail. Et donc ça aussi, c'est pas possible. Quand vous êtes un délinquant, quand vous êtes rentré illégalement, vous repartez et aucune possibilité de régularisation. Donc sur cette niche, argent des Français, sécurité, c'est vos priorités. On imagine vous nourrissez beaucoup d'espoir. Donc c'est demain à l'Assemblée nationale. Je sais que vous devez d'ailleurs aller à l'Assemblée nationale. Donc très rapidement, en un mot, en passant rapidement sur l'actualité, si vous pouvez nous dire simplement votre ressenti sur le meurtrier de Philippines qui dit aujourd'hui être favorable à son extradition vers la France. On croit rêver. En fait, c'est lui qui décide de quand et où il sera jugé. On le sait, la France est un paradis pour les aides sociales. C'est aussi un paradis quand on est un étranger par rapport à la justice. Donc on a envie de venir en France. Bah oui, c'est logique. C'est l'image qu'on a auprès des étrangers, des migrants du monde entier. C'est-à-dire, venez en France, vous pourrez commettre des délits, vous serez libéré très rapidement. Vous pouvez ne pas bosser et vous toucherez des aides sociales. Donc je le comprends. Il a peut-être pas envie de rester en Suisse. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est de voir que M. Migaud a tardé autant à demander son extradition. C'est quand même un sujet dont on a entendu un peu parler, quand même, le cas de Philippines. Il le connaissait, c'est pas un sujet secondaire. Il a attendu 15 jours sur 18 pour le demander. Ça interroge aussi sur la volonté réelle de condamner cette personne. Ce qui interroge aussi, c'est la présence de Yacine Bellatar aux côtés d'Emmanuel Macron au Maroc. Vous en avez pensé quoi, vous ? Je vous dis, c'est la honte. C'est la honte de voir ce mec qui est un danger public, qui est un islamiste notoire, qui a été condamné pour menace de mort, être dans l'avion présidentiel, donner une image catastrophique en jogging. Le président de la République devra répondre à un moment de ce déshonneur. Il salit l'image de la France et c'est l'opposé de ce qu'on attend d'un président de la République. Si je vous dis, Thomas Menachin, une dernière question, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous me répondez. Je ne sais pas encore ce que cherche Jordan Bardella, mais nous, ce qu'on cherche, je pense, globalement, et ce qui nous rassemble tous, c'est convaincre les Français, sauver la France, sauver le pays. Dans les halls des gares. Ça, c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant, je l'entendais auparavant, vous en avez déjà parlé. C'est vraiment, on rentre dans un système totalement totalitaire où des syndicalistes d'extrême gauche, et vous savez, alors c'est Sudrail, même François Hollande, j'ai regardé, avait dit Sudrail, c'est le syndicalisme que l'on doit combattre. Donc si ça vient de François Hollande, je suis encore plus à l'aise pour le dire, mais ces personnes sont des dangers, ils bloquent la France. Il cherche à ennuyer ceux qui bossent en bloquant à chaque fois le pays à la SNCF. Et là, il m'a même bloqué la liberté d'expression. Et donc, c'est très inquiétant. Et il faut vraiment que les Français envoient un message très clair en commandant, et ça a permis à Jordan Bardella de repasser très largement en tête des ventes sur Amazon. Et c'est le meilleur message qu'on peut leur donner, de combattre leurs idées dans les urnes et combattre dans les idées aussi dans les librairies en achetant le livre de Jordan Bardella. Sur la liberté d'expression, on le dit chez Frontières, elle coûte pas cher, 9,99€ par mois en abonnement Frontières. Et le livre de Jordan Bardella aussi, qu'il faut bien sûr précommander. Voilà. Exactement. Deux beaux cadeaux pour Noël, l'abonnement Frontières et le livre de Jordan Bardella. C'est parfait. Merci beaucoup, toi, Merci.